Pour ce nouveau cycle, Désoriental vous propose dans un premier temps de quitter Taïwan ou le pays dans lequel vous habitez, de traverser les mers, les prairies, les déserts, les villes et les steppes, de vous affranchir des frontières superficielles créées par les hommes et de vous installer en vue du mont Ararat, aux neiges éternelles, à la croisée des mondes, à la frontière des royaumes de Perse, d'Arménie et de l'Empire byzantin. Si vous avez de la chance, vous trébucherez sur les restes de l'arche de Noé. Si vous avez de la chance, vous mettrez vos pas dans les empreintes encore visibles des cavaliers scythes et des parthes. Car il nous faut aussi remonter le temps, remonter encore plus loin que les empires romains, des Séleucides, des grands rois et des Assyriens. Il nous faut nous perdre jusque dans le jardin d'Éden, encore immaculé des pas d'Adam et d'Ève. Remontons donc au début de l'humanité. Entrons dans le jardin d'Éden. Asseyons-nous et croyons et fabulons sur cette légende turque qui nous raconte comment Dieu façonna de boue Adam, puis Ève, mais il leur manquait encore le souffle de vie. L'archange Gabriel, qui se tenait à côté de Dieu, prit alors sa zurna, son instrument de musique à double hanche de roseau dont le diable ne serait pas étranger à son invention. Puis il commença à en jouer, le souffle céleste, le roseau et le bois d'abricotier insufflant ainsi la vie dans le corps de boue d'Adam et d'Ève. La zurna, instrument du monde des vivants et de l'au-delà. La zurna, instrument de l'archange, instrument de la vie. La zurna, instrument du diable, instrument rappelant la mort. On retrouvera alors la zurna pour célébrer toutes les étapes importantes de la vie d'un homme. Il pourra en écouter à sa naissance, à son mariage et à son enterrement. La zurna, c'est aussi la fête, les beuveries et les banquets. Le son aigu porte au-dessus des voix et des tambours et s'entend au loin. D'ailleurs, le nom zurna vient du perse surne, composé de sur, puis le banquet, et de ney, la hanche de roseau. Mais la zurna révèle sa face sombre lorsqu'il se fait entendre pour combattre, lorsque les armées se font face et que les doubles hanches de roseau mêlent leurs voix stridentes aux salpinx, ossa, buccinae et autres carnix en forme de serpents ou d'animaux fantastiques. La danse de la mort de la zurna est certainement la dernière musique entendue par des milliers de soldats sur les champs de carnage à défendre les frontières de la Cappadoce ou de Ctésiphon. هجرانت بسی غم دارم ای دوست و محبوب ای
چولالا داغ شبنم دارم ای دوست جان خلایق را همه یک بار و مرگ است چیتر مرگی دمادم دارم ای Après les chants de souffrance et de séparation, les armées reprenaient leur route, tout comme les caravanes des routes de la soie où les chameaux marchaient au pas des urnas. De l'Asie centrale, l'instrument commença alors à se répandre partout dans le monde et la famille des instruments à hanches s'agrandit. On la retrouve au Kazakhstan, en Ouzbékistan, de l'Inde, sous le nom de Chennai dans le nord et de Nagasvaram dans le sud. Plus au sud-est encore, on la retrouve sous le nom de Pi ou de Saralai en Thaïlande, Moali au Népal, Charnai au Pakistan, Mohri au Bengale, Sundari au Maharashtra, Swarnai au Cachemire. On continue toujours plus vers l'est en suivant les caravanes et nous arrivons en Chine où le swana apparaît pour la première fois sur des peintures du 5e siècle. Avec quelques modifications, la zurna turque devient le swana chinois. Swana qui est le sujet de notre cycle présent. Mais avant, tournons-nous vers l'ouest. En Afrique, on trouvera les Algaïta, Mezoued, Mismar, Haïta. La zurna est aussi présent en Géorgie, Bulgarie, Russie, Macédoine. Toujours plus vers l'ouest, et certainement grâce aux croisades, la zurna a donné naissance aux chalumeaux du Moyen-Âge, aux piferi italiens, aux grailes espagnols, aux hautbois, aux biniou et cornemuses, et aussi, bien sûr, à la bombarde, instrument emblématique de Bretagne. Partout dans le monde, vous trouverez des descendants de la zurna. Partout dans le monde, vous les entendrez traîner avec eux leur histoire d'amour, de guerre et de religion. Cette histoire du diable, attachée aux origines de la zurna, reste encore présente, même en France, en Bretagne, où des sculptures et des tableaux religieux datant du XVIe siècle représentent la bombarde et le biniou comme des instruments diaboliques. Plus d'un sonneur breton de bombarde ont été excommuniés par l'Église. Il faut dire que les sonneurs et leur musique ont toujours eu un rôle ambigu. Indispensable pour animer mariages et diverses fêtes, ils n'en étaient pas moins regardés par l'Église comme responsables et à l'origine des débordements des ouailles. Et que dire de leurs mœurs, à eux qui passaient leur temps à animer les fêtes et à boire? Satan et sa tentation n'étaient jamais loin. Mais les sonneurs de bombarde se faisaient aussi pardonner en accompagnant les processions religieuses de leur musique. La notion du religieux rattrape donc toujours cet instrument. Mais pas seulement, j'aime à écouter cette histoire qui dit que l'arbre nécessaire à la fabrication de la bombarde doit être aussi le même que pour celui du biniou. La bombarde et le biniou formant un couple uni pour la vie et dans la mort. La bombarde a aussi été un instrument de résistance quand la francisation de la Bretagne s'est accélérée dans les écoles au XXe siècle, détruisant au passage la culture musicale traditionnelle. On créa des cercles celtiques, des ensembles de sonneurs, les fameux bagades, la bombarde devenant ainsi, si l'on peut dire, un des symboles de la survivance et du renouveau de la culture bretonne. Bien sûr, vous vous doutez bien que si je vous raconte des histoires de bombardes, de processions et de survivance culturelle, ce n'est pas un hasard. Et je ne perds pas de vue la bombarde chinoise, le swana, qui est le sujet principal de notre cycle. Instrument ayant un lien unique entre le monde des vivants et le monde des ombres, instrument ayant vu combattre les hommes, instrument des voyages et des transmissions, instrument de résistance, les descendants de la zurna turque présentent bien des points en commun, pour le moins troublants, tant en Bretagne avec la bombarde qu'à Taïwan avec le swana.
Lorsque l'on vient à Taïwan pour la première fois, la première rencontre avec le suona est ce qu'on pourrait appeler un choc culturel. On veut se promener tranquillement dans la rue et tout à coup on entend des pétards, des gongs partout et un instrument strident qui perce les oreilles, suraigu, joué par des hommes qui s'époumonnent dans des micros relayés par des baffles surdimensionnés posés sur des camionnettes bleues constituant la procession. Cet instrument insupportable, à première oreille, c'est le suona. Et vous venez de tomber sur de la musique qu'on appelle Peiguan. Je vous laisse donc vous aussi écouter un extrait du Peiguan et du suona à Taïwan tel que vous pourrez l'entendre dans la rue. Le berceau de la bombarde chinoise, le suona, est la province du Shandong, tout à l'est de la Chine, à la fin des routes des caravanes de la soie. De là, le suona a poursuivi son expansion dans toute la Chine jusqu'à arriver dans le Fujian au sud-est, puis du Fujian à Taïwan. On retrouve donc le suona dans tous les différents styles musicaux de l'île, et c'est ça qui est fantastique. Il est présent principalement d'abord dans la musique Peiguan dont vous venez d'entendre un extrait musical. Littéralement, cela signifie les instruments à vent du Nord, ou plus succinctement, musique du Nord. Le Peiguan est aussi un style musical que l'on retrouve pour les processions ainsi que pour l'accompagnement des spectacles de marionnettes, mais c'est aussi un style d'opéra ou de théâtre chanté, comme vous voulez. On y reviendra longuement après ce cycle consacré au suona. En attendant, on retrouve le suona dans les autres styles musicaux de l'île, par exemple dans le Kretiapain, les 8 sons de l'opéra Hakka, dans le Nanguan aussi, le style musical classique de la région du Fujian, et maintenant encore présent à Taïwan. Le suona fait partie des instruments d'un orchestre de musique classique chinois. Il a son répertoire, ses morceaux solos, ses classiques, ses concertos. On retrouve le suona aussi dans l'opéra taïwanais et le gozaïshi, une forme d'opéra locale, surtout quand les officiels apparaissent dans les pièces, quand il faut accompagner des cortèges ou pour les scènes de mariage. Car le suona était utilisé aussi pour célébrer les naissances, les noces et encore maintenant pour les funérailles, d'où sa mauvaise réputation. Dans le cycle qui s'ouvre à nous, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur cet instrument, d'en connaître les principales techniques, de savoir comment il est construit, comment il s'enseigne. J'ai aussi envie d'en apprendre davantage sur le Peiguan, et pour cela, il nous faudra aller à la rencontre des grands maîtres sonneurs de Taïwan encore vivants. Je ne veux pas rester sur cette mauvaise impression d'instruments qui nous cassent les oreilles ou de réputation d'instruments pour les morts, non. Il nous faut dépasser ce sentiment, essayer de se former l'oreille, apprendre à l'apprécier. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus sur le suona, la clé des mondes. Je dis la clé des mondes car avec le suona nous entrons de plein pied dans de nouveaux mondes musicaux où l'on flirte avec les dieux et ainsi mieux comprendre les habitants de l'île de beauté, Formose, Taïwan.